Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans la tranche L'heure de vérité qui est aujourd'hui consacrée à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York aux États-Unis. Le principal événement de cette grand-messe, c'est le débat général de haut niveau placé sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Les chefs d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour évoquer les grandes questions qui préoccupent la planète, la paix, le développement, le multilatéralisme, l'urgence climatique et bien d'autres. Au nombre des chefs d'État qui prennent part à cette session ordinaire de l'ONU et qui ont déjà livré leur message se trouve le président Denis Sassou Nguesso. Et dans un discours d'une vingtaine de minutes hier, le président de la République s'est apaisanti sur l'action de l'ONU après 80 ans d'existence. Et pour la paix au Proche-Orient, le Congo, affirme Denis Sassou Nguesso, demeure favorable à l'existence de deux États, israéliens et palestiniens. Et au sujet de l'urgence climatique, Denis Sassou Nguesso a salué l'adoption par l'ONU de la résolution sur la décennie mondiale de boisement et de reboisement. Voilà autant de questions que nous allons commenter sur ce plateau avec nos deux invités. L'ancien ministre Alain Kuala Atipo, qui est aujourd'hui président de la Commission nationale d'auto-évaluation du mécanisme africain par les pairs. J'espère que j'ai bien donné votre titre à ce propos. Absolument, même s'il est un peu long, mais vous avez réussi à le prononcer. Merci, monsieur le ministre. Et à ma droite, monsieur Jean-Marie Merfan-Kamba, il est conseiller du président de la République. Bienvenue sur ce plateau de l'heure de vérité. Alors, avant de rentrer dans le vif de l'allocution hier du président de la République, j'aimerais poser une question d'ordre général. Quelle symbolique pour ce passage du chef de l'État à la tribune des Nations Unies? Écoutez, la symbolique, pour moi, c'est de revoir Denis Sassou Nguesso, un homme qui est habitué à cette enceinte des Nations Unies, quelques années après, qui n'est plus participé pour des raisons de calendrier certainement personnelles, à cette Assemblée générale. Et en plus, on peut dire que le discours, il a été tant dans sa structuration que dans sa déclinaison de très haute facture, pour ne pas dire de très grande qualité. Sur le Conseil. Denis Sassou Nguesso, comme tout le monde le note, était un acteur tout à fait particulier, pour ne pas dire majeur, dans l'action internationale, d'autant plus que depuis les années 80, il s'active et l'Afrique le reconnaît et il a engagé dans un certain nombre de questions d'intérêt régional, les négociations, la médiation. Vous l'avez découvert dans les années 80, bien sûr, quand il a assuré la présence de l'OUE. Vous savez qu'à cette occasion, il a été sur le déclencheur d'un fonds africain pour appeler le monde à voter contre, à prendre des sanctions contre l'apartheid et à faire en sorte que l'Afrique se libère. Et la diplomatie de l'équilibre, pour ne pas dire du milieu, que lui l'a amené justement à convaincre les pairs pour qu'on lui donne un certain nombre de mandats et pour la gestion apaisée d'abord de l'Afrique. Il a été impliqué dans beaucoup de dossiers comme ceux de la Libye. Et aujourd'hui, devant les Nations Unies, c'est une interpellation qu'il fait au monde. Et sa voix est vraiment écoutée devant tous les grands. Je crois qu'il participe là comme un leader. Et c'est un leadership bien écouté, puisqu'il est resté seul sur la piste. Ça veut dire qu'il n'y a pas des Kadhafi qui ne sont plus, Bongo n'est plus. Je crois qu'il est resté le seul. Je dis le seul, pas maître, mais enfin, celui qui détient une espérance tout à fait longue et qui peut édifier l'ONU. Voilà, alors nous savons que le message du président de la République est passé très tard, 23h30, l'heure de Brazzaville, mais il était 18h à New York. Je crois que tous les Congolais n'ont pas eu peut-être pas la chance de suivre ce message. Nous allons revenir sur quelques morceaux choisis parce que 80 ans après la création de l'ONU, l'organisation peine à jouer correctement son rôle. Le langage des armes a repris le dessus sur le bon sens et la diplomatie, dit Denis Sassou Nguesso. On écoute le président de la République. Nous vivons une période marquée par des tensions accrues, des menaces multiples et des fractures profondes. Et pourtant, jamais le monde n'a eu autant besoin d'unité, de coopération, de dialogue.
Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la paix ou le développement, c'est bien l'avenir même du multilatéralisme et de cette précieuse humanité que nous avons en partage. Il y a 80 ans, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs des Nations Unies se réunissaient avec la ferme intention d'établir un ordre international juste et durable. Ils rêvaient d'un monde où la coopération et la solidarité seraient les maîtres mots. Un monde où la diplomatie et le dialogue se substitueraient aux conflits violents. Leur projet était ambitieux. Il demeure totalement d'actualité. L'Organisation des Nations Unies a été fondée sur le socle de deux principes majeurs. La solidarité internationale, c'est-à-dire la conviction que le destin des nations est intrinsèquement lié et que seul un effort collectif peut permettre de relever les défis mondiaux. Le multipartisme, ou la reconnaissance de ce que chaque nation, grande ou petite, doit avoir voix au chapitre dans les affaires internationales et que seule une action collective peut garantir une paix durable. Malheureusement, 80 ans après sa création, notre organisation est confrontée à la résurgence inquiétante des conflits armés à travers le monde. Dans tant d'endroits, le langage des armes a repris le dessus sur le bon sens et la diplomatie. C'est l'échec de notre promesse collective. C'est de bâtir un monde libéré du fléau de la guerre. C'est aussi le signe d'un système international affaibli, parfois impuissant, face aux logiques de confrontation. Voilà, Denis Sassou Nguesso qui peint un tableau sombre de l'Organisation des Nations Unies. Alors, Monsieur le ministre, lorsque le président parle de l'échec ou bien de l'affaiblissement du système actuel, on peut le confirmer? Oui, d'abord, il y a un extrait que vous n'avez pas fait passer. Quand il démarre son discours, il dit que nous sommes dans un moment de bascule et avec un ton vraiment empreint de grande gravité. Ça veut dire qu'effectivement, nous avons changé de monde. L'ONU a vu le jour sur les cendres de la Société des Nations. Et les pères fondateurs, comme il le dit, ont décidé de créer l'ONU parce qu'on estimait que la Société des Nations n'avait pas réussi à maintenir un monde de paix, d'équilibre et d'humanité, comme il le dit. Et 4 ans après, on se rend compte que finalement, on se retrouve en quelque sorte dans une espèce de situation comparable. Mais en sachant quand même que De Gaulle, à une époque, avait qualifié l'ONU de machin. Mais sa justification politique, diplomatique, était encore crédible. Mais aujourd'hui, avec cette espèce d'explosion de conflits en Ukraine, au Moyen-Orient, il y a un danger, en fait, qui menace la stabilité mondiale. Et la cruauté quasi, brutalité médiévale que nous assistons à travers ces conflits aujourd'hui met l'ONU effectivement en danger, son existence en danger. Et vous constaterez aussi que les grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité
j'allais dire, font quand même du chantage sur l'ONU. Donc cette société que l'on voulait, ce parlement du monde, où on voulait que chacun ait voix au chapitre et que les considérations, les préoccupations des uns des autres soient prises en compte, eh bien, on a l'impression que maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Les États-Unis, pour ne pas les citer, ont décidé de ne plus approvisionner financièrement l'ONU, 20%. La Chine intervient au coup par coup, en fonction des dossiers et des intérêts qui sont favorables à la Chine. L'Inde également. Donc, c'est une situation quasiment unique. Et on peut le dire que la description que fait le président est une réalité, mais il y a aussi chez lui une sorte d'optimisme, parce que c'est un optimiste invétéré, et c'est un homme aussi qui base son analyse sur quasiment les 50 années de vie diplomatique internationale qu'il a traversée. Donc, l'ONU est actuellement en danger. Conseiller Maître Fonkamba, est-ce qu'aujourd'hui on peut cautionner cette option de l'échec de l'ONU? Le ministre Akwala l'a dit, l'ONU qui est venue après la Société des Nations, qui est née au sortir de la Première Guerre mondiale, et l'ONU qui est née au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec ce tableau sombre que vient de peindre le président, est-ce qu'on peut encore donner une deuxième chance à l'ONU, ou bien on doit aller directement à la réforme de ces organes? Le président parlait de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, c'est juste apporter une nuance. Je ne pense pas que le ministre Akwala ait conclu à l'échec, ni le président, non. C'est une invite, c'est une interpellation à la force du multilatéralisme. Parce que mieux être ensemble à se tromper. Il réaffirme la constance de la diplomatie congolaise qu'il a toujours promue à l'extérieur, pour montrer réellement qu'on ne peut pas, le Congo ne peut pas vivre en autarcie, ni un seul État. Ils sont plus de 195, 197 exactement, qui sont branchés sur une fréquence qu'on appelle les Nations Unies. Et tout le monde devrait s'y aligner. Et si tous avaient concouru, ou pouvaient faire l'effort, vous devrez justement déjà trouver les solutions à beaucoup de problèmes. Or, l'autarcie, ses égos et ses égoïsmes, justement, fait qu'on affaiblisse l'ONU. Et qui est l'ONU? L'ONU, ce n'est pas autre chose. L'ONU, c'est les États, ce n'est pas autre chose. Vous voyez qu'il faut connaître l'identité de l'ONU. Ce n'est pas autre chose. C'est l'ensemble des États. Si vous ne donnez pas votre accord, votre engagement, l'accord de volonté, comme on dit en droit, eh bien, qu'est-ce que l'ONU doit devenir? En fait, la casse sur l'ONU, c'est la casse des États. Se moquer de l'ONU, c'est se moquer de vous-même. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, alors, le président parlait du multilatéralisme, vous en parlez. Alors, dans quelle mesure peut-on raviver cette flamme du multilatéralisme et ramener tous les acteurs internationaux à raviver cette plateforme de coopération internationale? Mais c'est justement quitter les égos, être en mesure de dire ce que le ministre Akwala disait, c'est-à-dire que participer déjà aux réunions, avoir la volonté de respecter les autres, de respecter vos engagements quand vous rentrez dans vos pays, exécuter de bonne foi les engagements qui ont été pris de bonne foi, et ensuite aller dans un sens plus vrai pour gérer ce monde-là que les États eux-mêmes ont créé l'occasion de mettre en déroute. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, je crois aussi que, fort de son expérience, ce sont des paroles de sagesse. Parce que tous les chefs d'État qui sont passés avant, notamment les grands de ce monde, quand on entend leur discours, on a le sentiment qu'effectivement, il y a beaucoup d'ego. Et il y en a qui affirment même leur propension à vouloir faire cavalier solitaire dans la vie diplomatique internationale. Mais je pense que le président, par rapport à son expérience, dit quand même, entre guillemets, à ces jeunes chefs d'État, par rapport à l'expérience qu'il a, par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il a traversé, même s'il dirige les grandes puissances de la planète, leur dire, vous faites fausse route, parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre tout le monde. Et c'est là qu'il y a une sorte de parallèle entre la Société des Nations, quand elle est arrivée, entre guillemets, au bout de sa justification. Là, c'est parce qu'il y avait l'Allemagne, qui était une grande puissance à l'époque, etc., la Grande-Bretagne, et ainsi de suite, et puis la France avec une puissance coloniale. Mais les volontés d'hégémonie impériale ont fait que la Société des Nations
a échoué. Et on retrouve la même chose aujourd'hui, cette espèce d'impérialisme, il faut le dire, qui caractérise les grandes puissances de la planète. Et donc, on est en train de remettre en cause le multilatéralisme à une forme de bilatérisme, c'est-à-dire que telle grande puissance décide de traiter avec telle autre grande puissance décide de dire, bon, là, c'est, entre guillemets, ma chasse gardée. Donc, c'est une approche suicidaire pour le monde. De surcroît, on assiste aussi maintenant à une sorte de nouvelle course au réarmement. Le président en fait état, nous allons en parler dans cette donc, tribune. Il y a un danger. Et donc, ce sont des propos d'un homme d'expérience et qui, même s'il dirige le Congo, a une expérience que très peu ont dans le monde, y compris ceux qui dirigent les grandes puissances. Et puis, peut-être dans la même lancée, sur la même lancée, relever justement que, au-delà du fait que tous les États sont égaux, c'est un aîné qui parle, qui a accumulé l'expérience depuis 1980 et qui enseigne et qui a la légalité d'enseigner ce qu'on appelle l'expérience internationale, le comportement international, la gestion de l'environnement international. Parce que non seulement qu'il est resté longtemps, mais il a pris part en tant qu'acteur. Et c'est ce qu'on a relevé, ce que dit le ministre Nkola. Merci. Ouais. Alors, nous allons justement regarder, parce que face aux faiblesses enregistrées pendant 80 ans, le président Denis Sassou Nguesso pense que les Nations Unies doivent redevenir un instrument efficace de prévention de conflits. Le Congo, poursuit Denis Sassou Nguesso, soutient la coexistence pacifique et est favorable à l'existence de deux États au niveau du Proche-Orient, l'État israélien et l'État palestinien. Nous allons suivre le président Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il nous faut réaffirmer la primauté du droit dans les affaires internationales et la nécessité d'un ordre mondial fondé, non pas sur la force des armes, mais sur des règles établies et communément partagées. Les Nations Unies doivent redevenir un instrument efficace de prévention des conflits et de médiation. Acteurs épris de paix et de justice, qui œuvrent pour l'amitié entre tous les peuples du monde, le Congo soutient la coexistence pacifique, la tolérance réciproque et la compréhension mutuelle. C'est pourquoi, au Moyen-Orient, mon pays soutient sans réserve la solution à deux États, israéliens et palestiniens, vivant côte à côte en paix. Dans les Caraïbes, mon pays continuera de soutenir le peuple cubain, exténué par des décennies d'un embargo aujourd'hui incompréhensible. Les tensions commerciales, technologiques et géopolitiques entre grandes puissances et dont nous sommes aujourd'hui témoins, fragmentent évidemment notre monde et alimentent la méfiance entre les nations. Elles affaiblissent les chaînes de solidarité internationale et compromettent notre capacité à relever ensemble les grands défis globaux avec de grandes conséquences sur les économies des pays en développement. L'une des grandes réussites des Nations Unies a indubitablement, indéniablement été d'établir une plateforme solide de coopération entre les nations. Mais aujourd'hui, ce multilatéralisme est menacé par des égoïsmes nationaux et par des politiques unilatérales, source de crises diplomatiques préjudiciables.
cette tendance doit être inversée parce que les défis mondiaux que nous affrontons, notamment le changement climatique, les pandémies et l'insécurité alimentaire, nécessitent une réponse mondiale solidaire, cohérente et concertée. Alors, Monsieur le ministre, conseiller Kamba, le président parle du droit international qui doit demeurer la seule règle du jeu au niveau international, sur le plan politique, sur le plan économique. Je pense que l'invite à la communauté internationale valait bien la peine. Il aborde des problématiques concrètes. Il parle de l'État d'Israël, par exemple. Moi, j'ai vécu dans ce pays de 70 à 73, donc juste après la guerre des 6 jours, et ensuite on est parti avant la guerre du Kippour, parce que l'Afrique avait rompu les relations diplomatiques avec l'État d'Israël, justement pour toute cette question. Donc cette position, depuis l'époque, elle reste invariable. La création des 2 États. C'est une position, une constance. Ensuite, il y a une autre constance, c'est Cuba. Pour les jeunes qui nous regardent, il faut qu'ils sachent que le président ne parle pas de Cuba par hasard. Cuba, le Congo, a suivi l'histoire de Cuba depuis la baie des Cochons. La baie des Cochons, ensuite Cuba s'est associé au Congo pour les luttes de libération en Afrique, notamment celle de l'Angola. Mon grand frère ici présent était déjà en activité à cette époque-là, aux côtés du président de la République. Et il faut savoir que la coopération entre le Congo et Cuba a permis le pont aérien qui a utilisé Pointe-Noire comme tête de pont pour stopper la progression des troupes sud-africaines, l'UNITA, l'FNLA et les phases, sans oublier les mercenaires qui étaient à 25 km de Luanda. Alors imaginez un seul instant, si l'UNITA avait pris le pouvoir en Angola, l'UNITA était pro-occidentale à l'époque. Donc, ipso facto, on n'aurait pas assisté à la libération de la Namibie, l'Afrique du Sud, etc. Donc c'est une décision historique, géostratégique très importante. Et les Cubains sont venus pourquoi? Parce que les Cubains, quand ils font une étude de leurs origines, la majorité des Cubains viennent du bassin du Congo. Et dans l'histoire de Cuba, le premier esclave qui s'est révolté dans les plantations de canne à sucre venait du Congo. Et c'est son nom qui a été utilisé pour baptiser cette opération qui a conduit les troupes cubaines en Angola, Carlota. Donc c'est important. Donc, quand le président prend position pour Cuba, ce n'est pas par hasard. Ensuite, il y a la guerre tarifaire, etc. Donc c'est en cela que justement, il appelle au retour au multilatéralisme. Parce que la tendance actuelle, vous voyez ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la Chine, l'Europe, ce sont les grands ensembles qui, quelque part, détiennent l'équilibre des relations internationales. Ça veut dire que l'embargo dans lequel le Cuba est plongé jusqu'aujourd'hui est injustifié, comme a dit le président. Non, il est injuste. Je pense que c'est devenu une espèce d'idée fixe aux États-Unis. C'est aussi à caractère électoral parce qu'il y a beaucoup d'exilés cubains, réfugiés cubains, beaucoup d'Américains qu'on appelle les Latinos, qui viennent de Cuba. Donc souvent, il y a une position comme ça, systématique, à être contre Cuba. Mais il faut quand même dire que Cuba a une qualité de vie, une espérance de vie, une qualité de la médecine, une qualité de la recherche scientifique, une qualité d'enseignement qui est largement au-dessus de certains pays au monde. Et donc, malgré cet embargo, c'est un peuple qui continue à vivre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'existence des BRICS, puisque Cuba est très proche de la Russie, est-ce qu'on peut emmener Cuba à sortir de ce gouffre dans lequel les États-Unis lui ont plongé depuis bien des années? Alors, de manière globale, il faut quand même savoir qu'il y a une sorte de shifting, c'est-à-dire qu'un changement des équilibres mondiaux. Et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Tout ça part de l'émergence économique de la Chine. Donc le président a été témoin dans les années 80 lorsqu'il a rencontré Deng Xiaoping, qui avait dit dans 30 ans, vous verrez ce que mon pays sera. Parce qu'à l'époque, il y avait le grand frère ici pour en parler, les puissances occidentales poussaient les pays africains à reconnaître Taïwan, ce qu'on appelait nous la Chine de Formose, avec en échange
un peu de subside. On appelait ça la diplomatie de carnet de chèques. Et le Congo avait refusé cela. Et lorsque Denis Sassou Nguesso se retrouve face à Deng Xiaoping et lui dit « Nous, on ne reconnaît qu'une seule Chine, c'est la Chine populaire. » Et Deng Xiaoping lui a dit « Jeune homme, vous êtes courageux. Mais vous voyez, mon pays actuellement, il est pauvre. Mais dans 30 ans, on ne sera pas numéro 1, ni numéro 2, mais numéro 3. » Vous voyez ce qui s'est passé. Donc, c'est vous dire que c'est un homme qui a traversé les 50 années de l'histoire diplomatique mondiale. Donc, à partir de l'émergence de la Chine, ensuite vous avez l'Inde, l'Afrique du Sud, et à ce moment-là, il y a une nouvelle direction que le monde prend à travers le changement du centre de gravité de la création de la richesse mondiale, qui est parti de l'Europe lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, et ensuite en Chine, etc. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que ce qu'on appelle le Sud global, mais en fait, c'est une sorte de nouveau mouvement des non-alignés qu'on avait à l'époque, mais avec une dimension économique. Parce que sans solidité économique, vous n'existez pas. Donc c'est vrai que peut-être qu'un jour, Cuba pourra trouver une solution à travers les BRICS. Alors, Maître Nkamba, nous allons revenir parce que le discours du président, une grande partie du discours du président est porté sur l'ONU, la réforme de ses organes. Le président... Et la réforme du Conseil de sécurité. La réforme du Conseil de sécurité qui ne joue pas vraiment son rôle. Lorsque le président parle de l'Afrique, qui est un continent d'avenir et qui a droit au chapitre dans les affaires internationales, je pense qu'on insiste vraiment sur la réforme de ce Conseil de sécurité qui a montré ses faiblesses depuis des années. Ils y sont. Il y a un comité des 10 en Afrique, de par région, dans le Congo. Ils travaillent justement à ce que l'Afrique obtienne au moins 2 sièges. C'est un processus. Mais qu'on revienne encore quand même sur... avec droit de veto, le président de la RCA l'a dit hier. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens, c'est ce que le président de la République est en train d'évoquer. Il y a eu même une réunion en 2023 qu'il a présidé ici, sur le comité des 10. Revenons un peu sur les indicateurs de la constance diplomatique, c'est-à-dire que nous avons la cohésion pacifique, la faille de cela, la faille de nos droits, la réaffirmation de la primauté du droit international. Sur la force. Sur la force. La société internationale est réglementée, elle est gérée. Il y a même les commissions de droit qui y sont. Donc tous ceux des acteurs qui entrent doivent se conformer à la règle de droit. Et nous passons à l'élément qui a été abondamment cité par le ministre Nkwala, c'est-à-dire que la paix au Moyen-Orient est importante. Le 30 septembre 1986, le président de la République, président de l'exercice de l'OUA, faisait une déclaration assez solennelle à 15h à New York et évoquait justement, c'est un peu ces espèces de turpitudes auxquelles justement on était confronté sur la question de Moyen-Orient, notamment ce qui concerne l'Éthiopie, et je dis la Palestine et Israël. Et le disant que le Congo était le premier pays, avant l'Afrique en 1972, à décider, à rompre les relations, pour des raisons tout à fait saines. Vous savez que nous étions aussi amis à Israël. Nos premières sages-femmes, les Madame Onziel et toutes, Madame Onziel, Madame Monzo, elles sont parties, elles ont été formées israéliennes. Mais les relations étaient rompues, à cause justement de la politique un peu pas commode israélienne. Et le 30 septembre, le président de la République réaffirmait la nécessité de l'existence de 2 États, la Palestine et Israël. Et vous savez que nous avions ici, sur cet été, abrité, il y avait même un siège qu'on a donné à la Palestine, là où il y a la BESCA aujourd'hui. On avait un autre qui est vers l'UAPT, là où il y a la base de données. C'était pour montrer réellement que les États doivent se respecter, que la paix au Moyen-Orient, elle ne peut être réaffirmée que grâce à l'existence de 2 États, c'est la solution qui les donne. Et lorsque vous évoquez la question de la réforme, on est déjà revenu là-dessus, il faut aller au-delà un jour. Mais pour l'heure, l'Afrique se contente encore des 2 États. Mais sinon, voici comment est fait le système. Le système des Nations Unies doit être un système majoritaire. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire, c'est l'Assemblée générale, et on a eu à vivre une expérience tout à fait inédite, dans les années 60, Souda Amaskeur, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, pour voter
Et je crois que c'est le sénateur américain qui avait eu l'idée ingénieuse de proposer que, pour contourner un peu ce veto tout à fait bizarre du Conseil de sécurité, il a remis la question à l'Assemblée générale. Et quand on a voté, on a eu ça. Et on se demande pourquoi est-ce que jusqu'ici, c'est le commentaire que je donne, pourquoi jusqu'ici les États qui sont majoritaires ne repartent pas à l'Assemblée générale pour solliciter la légalité et la légitimité d'intervention. Mais pour eux, ils se conforment à la structure actuellement qui gêne un peu tout le monde, c'est du Conseil de sécurité, qui a été fondé depuis 1945, mais je crois qu'elle doit évoluer. Donc l'évolution de la réforme du Conseil de sécurité, y compris les autres organes, puisque l'ONU, c'est une machine, c'est un vaste empire qui représente le monde un peu partout, dans les secteurs d'activité. Et ça, vous ne le notez pas. L'ONU, ce n'est pas seulement l'Assemblée générale. L'ONU, c'est le PNUD. Exact. L'ONU, c'est le FMI. Tout à fait. L'ONU, c'est la BIRD, la Banque mondiale. Les gens oublient que l'ONU intervient dans tous les secteurs d'activité. Et c'est ce gigantisme-là auquel il est confronté par rapport au manque de moyens et qui fait justement que les gens ne regardent qu'une seule chose. L'ONU n'est pas intervenue pour faire ceci, pour faire taire les armes en RDC ou en Israël, mais l'ONU intervient. Et pour qu'elle intervienne, les mêmes États qui sont membres de l'ONU doivent se réapproprier l'appareil. Et le président de la République amène l'ONU à se réapproprier son rôle. Donc c'est tous les États à réintégrer le droit et à marcher selon le droit et selon les principes de l'ONU, auxquels le président, le Congo d'ailleurs, puisque ça fait partie des principes fondamentaux de la diplomatie congolaise, on parle de la coexistence pacifique. Alors, monsieur le ministre, la reconnaissance de l'État d'Israël, plutôt de la Palestine, une décision courageuse, publiquement annoncée par le président Denis Sassou Nguesso. La France l'a récemment annoncé, une décision qui ne plaît pas du tout aux Américains fidèles alliés d'Israël. Bien sûr. Ça, c'est la géopolitique, malheureusement, dans cette turpitude. Mais la reconnaissance avec l'État palestinien par le président Macron est une bonne chose, mais nous, on l'a fait depuis longtemps. Voilà. Mais il faut revenir quand même sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a été créé, au lendemain constitué au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était plus ou moins les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la Chine intègre ce Conseil de sécurité parce qu'on estimait qu'à l'époque, la Chine représentait 1 milliard d'habitants de la planète. Donc on ne pouvait pas laisser la Chine à l'écart, justement, de cette structure. Et même si, c'est vrai, la Chine aussi avait gagné la guerre contre le Japon. Mais lorsque nous sortons, entre guillemets, des deux blocs, c'est-à-dire lorsque la chute du mur de Berlin, et qu'on estime que le monde occidental, avec sa démocratie libérale, son libéralisme économique, a triomphé du bloc de l'Est, donc le pacte de Varsovie, avec cette culture un peu étatique, socialiste, etc. On assiste à quoi en fait? À une nouvelle donne. On rentre dans des guerres pour la démocratie. N'est-ce pas? Le conseiller peut peut-être me rattraper. Tout à fait. On rentre dans des guerres dites pour la démocratie. Donc c'est la guerre en Irak, en Afghanistan, ainsi de suite. Première guerre du Golfe. Est-ce que vous savez qu'à cet instant, l'Allemagne, le Japon, dont la presse nippone et allemande, estimaient qu'on était sorti de Yalta? Parce que le Japon, l'Allemagne étaient les pestiférés de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils avaient perdu. Donc ils estimaient que compte tenu de leur poids économique, leur poids donc diplomatique, ils pouvaient accéder, avoir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, les deux guerres du Golfe, je pense, ont été même financées par ces deux pays. Donc, c'est un vieux problème. Arrive maintenant le tour de la représentation de l'Afrique. En 1945, la totalité de l'Afrique est colonisée, sauf l'Éthiopie, où d'ailleurs Haïlé Sélassié avait fait un discours en 1935, je crois, à la Société des Nations, pour se plaindre de l'intervention italienne dans son pays et les massacres qu'il y avait là-bas, etc. Donc nous sommes tous décolonisés. Mais quand on se retrouve maintenant, X années après, et que l'Afrique aujourd'hui va représenter plus d'1,5 milliard d'habitants, et qu'on considère le continent africain comme l'avenir du monde. Effectivement, c'est l'avenir du monde. 50% des richesses du monde se trouvent ici.
Et donc, on ne peut pas laisser le continent africain, entre guillemets, à l'abandon, si j'ose dire. Mais en réalité, on proie à des pirates de l'économie mondiale. Et donc, pour sortir justement de cette situation, ces pirates de l'économie mondiale qui emmènent les instabilités dans nos pays, ben, il faut que l'Afrique soit présente au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto. Alors, Monsieur le ministre, je vais aiguiser votre inspiration sur cette question. Vous allez revenir en vous proposant cet extrait du président Denis Sassou Nguesso qui reste justement optimiste à la force et à l'importance de l'ONU, mais appelle justement à la réforme du Conseil de sécurité. On va suivre une fois de plus. Mais il faut quand même dire une chose aussi. Parfois, quand les troupes de l'ONU interviennent, elles sont un peu suspectes. Il faut le dire. Et là, je vais prendre un témoignage que m'a fait... Mais tout ça fait partie des faiblesses de l'ONU dénoncées par... Non, je dirais pas que ce sont des faiblesses, c'est plutôt une utilisation un peu biaisée, malhonnête de ce que représente l'ONU. Je prends un exemple. Un de nos ambassadeurs, qui avait juridiction avec, je crois, la Thaïlande, a été présenté ses dettes de créance, il était en Chine, au suzerain thaïlandais, il lui a dit de dire au président, et ça je le dis parce qu'il faut que les jeunes sachent, il a dit à cet ambassadeur, il faut féliciter le président Sassou Nguesso parce que vous avez eu des guerres chez vous, vous êtes battus entre vous, vous êtes réconciliés, vous avez ramené la paix, vous n'avez pas fait intervenir l'ONU. Si les troupes de l'ONU étaient intervenues, peut-être que vous ne serez pas en paix aujourd'hui. Nous allons suivre le président sur la question de la représentativité des nations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Denis Sassou Nguesso. La République du Congo. La République du Congo croit fermement qu'une organisation des Nations Unies plus forte et plus efficace est la condition indispensable pour préserver la paix et garantir le développement durable. C'est pourquoi nous en appelons à une réforme de ces organes, à commencer par son Conseil de sécurité, afin de les rendre plus représentatifs, plus transparents et plus proches des réalités de notre monde. L'Afrique ne peut plus rester marginalisée. C'est un continent de plus d'1,4 milliard d'habitants. C'est un continent d'avenir, de jeunesse, de potentiel auquel nous devons aujourd'hui garantir une participation pleine et entière aux décisions mondiales. Je le dis avec force, l'Afrique mérite une représentation permanente au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pas en tant que bénéficiaire d'une faveur, mais en tant que partenaire légitime. C'est l'appel solennel que la République du Congo lance du haut de cette tribune. Maître Fonkamba, pensez-vous que l'appel du Congo sera entendu et que la réforme du Conseil de sécurité peut aboutir et changer la donne au niveau mondial? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'ils y sont. Et le Congo fait partie du comité des 10 et qui a déjà abrité une des réunions ici. Et il y a des réunions qui sont, je crois que l'ambassadeur du Congo à New York, l'ambassadeur de Makaya m'en parlait. C'était un mandat. Le Congo a un mandat et qu'il entend d'exécuter. Est-ce que la réforme, elle serait heureuse? Il faut espérer. Je crois que c'est l'optimisme. Et l'appel, je vous disais que c'est un aîné qui appelle parce qu'il connaît exactement le prix de la paix, il connaît le prix du multilatéralisme, il connaît le prix de la société internationale, il connaît le prix des échanges internationaux. Et je crois que c'est sur cela qu'il doit être entendu, parce qu'il parle à des jeunes gens qui arrivent et qui ont une espérance maintenant, mais la sienne, elle est antérieure, elle avance. Et donc lui, il est capable de donner la leçon. Et je pense, il y a des raisons. Vous voyez bien que le monde avance. Il avance quand même. Est-ce que vous pensez que le blocus réside dans ce que l'on peut qualifier comme la diplomatie de la force? Parce que ces grandes puissances se basent sur la force. Non, le blocus ne se base sur la diplomatie de la force.
Il n'y a pas plus... c'est pas beau, des essais de force, au moment où nous avons un mécanisme qui a été régulé. Est-ce qu'il y a un blocus? Il n'y a pas un blocus, je dis que nous sommes dans un processus qui est lancé. Et si vous voulez mon avis individuel, c'est-à-dire 2 c'est peu. On est quand même 55 États africains. On ne va pas aller dans la représentativité, alors que l'ONU est basée sur le principe de l'égalité des États. Donc, tous les 180 et quelques États membres devraient avoir droit à un siège. Pour ne pas dire, est-ce que le Conseil de sécurité aujourd'hui est réellement le problème qu'il faut encore poser, ou bien l'éliminer carrément et regarder à une ONU une ONU d'avenir, en dehors du Conseil de sécurité qui a été fondé sur la base des pères vainqueurs de la guerre. Exact. Mais vous savez, cette réforme, j'allais dire, n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en réalité, ce système qui a été mis en place au sorti de la Seconde Guerre mondiale a mis en place une architecture avec des valeurs qu'on a considérées comme étant des valeurs universelles. La liberté, les droits de l'homme, le droit humanitaire, la démocratie, etc. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui ont mis en place ce système, qui ont mis en avant ces valeurs, qui nous les ont imposées, si j'ose dire d'une certaine manière, se retrouvent le dos au mur. Comment croire encore aux valeurs démocratiques quand on assiste à ce qui se passe actuellement sur la planète? Et même leur propre société se retrouve dans une espèce d'essoufflement démocratique. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France. C'est un débat qui tourne quasiment à une espèce de guerre civile par les mots. Quand vous voyez ce qui se passe entre les démocrates et les républicains, en France, c'est l'éclatement politique, il faut le dire, avec beaucoup de responsabilités. Tout cela doit nous appeler à une certaine réflexion. Parce que lorsqu'il y a la chute du mur de Berlin, on nous impose à la boule de faire la démocratie. On lance les conférences nationales, on va au multipartisme, on voit ce que ça nous a coûté. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre la liberté d'expression ou de penser. Mais nous ne pouvons plus avoir comme schéma de réflexion politique que celui des années 90. Donc c'est un défi qui s'oppose bien entendu aux grands de ce monde, parce que leur démocratie en réalité, en guillemets, on peut considérer qu'elle s'est essoufflée, elle est en train de s'essouffler, il faut qu'elle se régénère. Voilà pourquoi en France, vous avez un homme comme Mélenchon qui parle de la 6e République. Maintenant, nous, à notre niveau, il faut qu'on ait aussi une réflexion pour voir, parce que tout ça est parti, justement, de cette fameuse ONU. Alors, vous allez répondre à cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'atteinte de ce noble objectif passe inéluctablement par la prise des décisions courageuses? Je prends un exemple concernant par exemple la CPI. Il y a les pays de l'AES qui viennent de prendre une décision courageuse en claquant la porte de cette Cour pénale internationale qualifiée d'instrument du néocolonialisme. Et au niveau du Conseil de sécurité, est-ce qu'il y a une option d'une décision de cette nature qui peut inciter les grandes puissances à comprendre que là trop c'est trop? Je pense que pour s'en sortir, vous savez, les relations internationales elles ne sont pas faites pour les bisounours, c'est le rapport de force. Si l'Afrique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle est faible. Elle est faible pourquoi? Parce que notre gouvernance n'est pas performante. Notre prise de conscience patriotique n'est pas au niveau où cette conscience devrait être. Donc, il faut que les pays africains, à travers le NEPAD, et là je prêche un peu pour ma chapelle, arrivent à faire du NEPAD le cadrage stratégique de leur politique nationale. Parce que le but du NEPAD, c'est de faire en sorte que demain, nos enfants, nos petits-enfants le verront, que l'Afrique devienne un continent économiquement intégré et donc politiquement et fort. Et je vais même plus loin. Il y a, je crois même, une cohérence entre le MAEP, le NEPAD et les BRICS. Donc, c'est une réflexion que nous devons avoir. Jamais, même lorsque certains pays disent, membres de ce Conseil de sécurité, disent oui, il faut que l'Afrique y soit. Il ne faut pas qu'on soit naïf. C'est, en guillemets, pour faire bien. Mais en réalité, ils ne le veulent pas. On ne cède pas le pouvoir de manière, béate. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que le Sud global
et notamment l'Afrique, qui est quand même le continent qui détient toutes les richesses du monde à 50%, on arrive à se réveiller. Donc l'AES peut faire ce qu'elle veut, etc. Mais ça ne suffira pas. Il faut un cadrage, une stratégie générale. Et cette stratégie, c'est le Népal. Merci, Monsieur le ministre Akwala. Conseil Combat, nous allons évoluer. Sur la CPI, s'il vous plaît. Sur la CPI. Oui, d'abord, la CPI n'est pas membre de l'ONU. C'est une organisation internationale indépendante. Oui, mais l'acte fondateur de la CPI a été adopté au niveau des Nations Unies. C'est vrai que la CPI n'est pas un organe des Nations Unies. Exactement. Ouais. Et pour simplement dire que c'est en réflexion, et si l'AES a pris le courage de quitter, c'est son droit, mais c'est le droit du Congo à adhérer. Il y a adhéré pour le moment. Donc ce n'est pas le débat comme tel. Mais ce que le ministre Akwala est en train de dire, et je pense que le MAEP, c'est l'élément, c'est la magie en fait. La bonne magie pour l'évaluation des capacités de développement de ce pays. Et je crois que c'est ça. C'est la bonne idée. C'est la voie africaine vers l'émergence. C'est bon. Comment dire? C'est pour la première fois de l'histoire de l'Afrique que les décideurs africains réfléchissent sur leur propre stratégie de développement économique. Le NEPAD a été conçu par les Africains. Maintenant, c'est vrai, sa mise en œuvre prendra des années. Mais le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est justement ce véhicule, si vous voulez, qui permet à ce que chaque pays, dans chaque pays africain, on travaille pour aller vers cette convergence unitaire de l'Afrique. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons poursuivre. Le président a fait savoir qu'il n'y a pas de paix sans développement durable et vice-versa. Donc, pas de développement durable sans paix. Et c'est dans cette vision que le chef de l'État a appelé la communauté internationale à mettre un terme au mécanisme qui étrangle les économies les plus vulnérables, comme celle du Congo d'ailleurs. On écoute Denis Sassou Nguesso. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il ne peut y avoir de paix durable sans développement et inversement. La pauvreté, les inégalités, le chômage des jeunes, l'exclusion sont des terreaux dont se nourrissent les frustrations, l'instabilité et l'extrémisme violent. Nous devons honorer nos engagements pour le financement des objectifs de développement durable et mettre fin aux mécanismes qui étranglent les économies vulnérables, comme la dette insoutenable ou les règles commerciales inéquitables. La solidarité internationale reste essentielle pour permettre aux pays en développement de réussir leur transition vers un avenir plus prospère. C'est pourquoi nous devons investir massivement dans l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, les technologies nouvelles, l'intelligence artificielle, etc. Alors, mettre un terme, Monsieur le ministre, Monsieur le conseiller, aux mécanismes qui bloquent les économies les plus vulnérables, est-ce que vous pensez que le président fait allusion à ces fameuses négociations avec le FMI, aux mécanismes avec la Banque mondiale? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de cela? Non, il ne s'agit pas de cela. Le FMI n'est pas un frère. La Banque mondiale n'est pas un frère. Je vous ai dit que ce sont des canaux utiles qui ont été créés pour renforcer l'action de l'ONU. C'est la partie développementaliste de l'ONU. C'est ça. Et le FMI c'est le maître utile et qui rentre dans la politique de ce qu'on appellerait aussi, c'est un truc d'évaluation. Individuel sur le fait d'évaluation. Vous avez vu les questions qu'on pose au Congo? C'est nous-mêmes qui les formons. Nous les formulons et on les envoie et puis on s'évalue. Vous voyez? On peut s'en passer aussi. Mais c'est notre système qui a été mis en place pour rattraper, financer justement les économies qui sont en retard. Donc on n'a pas un problème. Ce qu'ils ont entendu, c'est de parler des termes de l'échange au niveau international, les dérèglements internationaux. C'est un peu cet accaparement de la puissance ou des puissances
qui influencent le système, qui fixent les prix des matières premières et qui sont en train de fixer, de mettre l'économie internationale en péril. Et comme les économies en développement ne sont pas organisées, voilà pourquoi. C'est ça qu'il faut, c'est ces obstacles, c'est ces goulots-là qu'il faut. Est-ce qu'on peut considérer la question du franc CFA comme l'un de ces mécanismes qui bloquent? Mais le franc CFA, mais le franc CFA, ça aussi, il faut justement qu'on ouvre un plateau là-dessus. Je pense que le franc CFA, c'est nous-mêmes, non? C'est pas nous. C'était une monnaie coloniale, mais c'est aujourd'hui une monnaie qui est gérée par les banques centrales. Et la banque centrale n'a eu que droit à ouvrir un petit compte au niveau du compte d'opération au niveau de la France. Je ne pense pas que le franc CFA soit le problème. Mais c'est un pacte colonial dans lequel on n'arrive pas à sortir. C'est une approche un peu simpliste et je dirais même démagogique. D'abord, en économie, la force d'une monnaie reflète la puissance de votre économie. Si vous n'avez pas une économie forte, votre monnaie sera faible. C'est le cas de certains pays africains qui ont décidé d'avoir des monnaies locales, mais dont parfois, le matin, on se réveille, le pain coûte le prix du salaire du fonctionnaire. Non. 1 million de francs. Donc, il faut réfléchir. Alors, moi, modestement, à l'époque où je m'occupais des zones économiques spéciales, je peux en parler, le président m'a mis en rapport avec Peter Mandelson, qui était commissaire européen, également à travers le président de l'île Maurice, Paul Romer, qui quelques années après a eu le Nobel de l'économie, et nous nous sommes déplacés sur le site de Pointe-Noire actuel et Madingukai. Dans sa compréhension, Paul Romer, qui travaille sur les nouvelles villes, estimait qu'en réalité, la zone économique spéciale de Pointe-Noire devait être installée à Madingukai. Et à l'époque, nous étions dans un accord tripartite où l'île Maurice, Singapour devaient signer un accord avec le Congo pour que ces deux pays investissent un pourcentage X de leur PIB à Madingukai. Et Paul Romer, à ce moment-là, dit, lorsque Madingukai, la zone économique spéciale de Madingukai, se sera développée avec un système financier, sa solidité industrielle, donc économique, vous pourrez dans un premier temps permettre à Madingukai d'avoir une monnaie qui circule dans Madingukai. Et après, vous allez l'étendre au reste du pays. Donc c'est un processus. Il ne faut pas... C'est trop technique, ça. Mais non, c'est pas technique. Mais justement, c'est très politique, c'est pas technique. C'est la vraie politique, c'est celle-là. C'est pas les slogans. La vraie politique doit s'appuyer sur des mécanismes techniques. Comment est-ce que Singapour fait? Comment est-ce que la Malaisie a fait? Comment est-ce que la Chine a fait? Comment est-ce que la Corée du Sud a fait? Comment est-ce que l'île Maurice fait? Et d'ailleurs, à l'époque, lorsque le président a fait sa visite d'État à l'île Maurice, il était prévu que Maurice commence à réfléchir comment former des Congolais demain à la gestion d'une monnaie. Et Paul Romer avait même estimé qu'il pouvait obtenir 5 bourses pour que des économistes congolais aillent à la London School of Economy pour étudier. Donc c'est une bataille qui nécessite qu'il y ait non seulement une troupe, mais des sous-officiers, des officiers solidement formés. Donc on ne dit pas le franc CFA comme ça. On ne dit pas sortir du franc CFA comme ça. Vous comprenez? Je ne vais pas citer certains pays qui aujourd'hui ne vivent qu'avec du dollar. Est-ce qu'avoir une monnaie nationale et ensuite vivre avec le dollar et que le dollar incarne la monnaie transactionnelle de votre pays, c'est ça la souveraineté? Non. Alors il faut aller pas à pas, comme Houphouët-Boigny l'avait dit aux jeunes, nous nous sommes battus. Il faut que nous menions notre combat à un certain niveau par rapport au contexte qui est le nôtre. Et de ce contexte que nous allons laisser, les autres, vous venez vous continuer. Donc c'est ça en réalité, il faut avoir une stratégie. Malheureusement, les Africains et les Congolais en particulier, on parle et on ne travaille pas. C'est une guerre qui a cours. Maître Fonkamba, un mot sur ce sujet? Non, mais je crois que ça a été complet. Nous allons évoquer une question très capitale, une question qui tient à cœur le président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de la question climatique. À propos, Denis Sassou Nguesso a salué l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution sur la décennie mondiale de boisement et de reboisement, une idée chère à Denis Sassou Nguesso, approuvée par l'ONU. On l'écoute à ce propos.
le défi climatique nous interpelle très fortement aujourd'hui. Il transcende toutes les frontières, tous les clivages et toutes les idéologies. Il frappe déjà nos villes, nos campagnes, nos écosystèmes. Il aggrave les conflits, détruit des cultures millénaires et pousse les familles entières sur les routes de l'exil. Face à cela, nous n'avons plus le droit d'agir en ordre dispersé. Nous devons partir en rang serré, dans la solidarité et avec détermination. Cela implique le respect des engagements de l'accord de Paris, un soutien massif à l'adaptation pour les pays les plus vulnérables et une transformation profonde de nos modes de production, de consommation et de financement. C'est l'occasion de saluer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution sur la décennie mondiale du boisement et du reboisement que mon pays a initiée comme l'une des solutions susceptibles de faire avancer notre combat commun en faveur de la préservation de l'environnement et l'atténuation des ravages liés au changement climatique. Le climat ne doit pas devenir un nouveau facteur de division nord-sud. Il doit être un facteur d'unité mondiale, un motif de solidarité planétaire, le mobile d'une espérance partagée. Voilà. Denis Sassou Nguesso sur la question climatique, Monsieur le ministre. C'est l'affirmation du leadership mondial du Congo à travers son président, qui déjà dans les années 86, on ne comprenait pas très bien pourquoi il nous avait dit qu'il fallait qu'on ait une journée de l'arbre. Bon, vous êtes à Poto-Poto un peu partout, vous voyez des manguiers dans les parcelles, je dis mais pourquoi il veut encore qu'on plante des arbres? On a des arbres qui sont déjà là, comment on va planter des arbres? Donc, c'était déjà un visionnaire. Et donc cette résolution, l'adoption de cette résolution, non seulement, comme je l'ai dit, affirme son leadership mondial, mais en même temps est un succès diplomatique pour le Congo. C'est quelque chose qui restera dans les annales de l'histoire. Maintenant, il faut qu'à partir de ça, nous, quand même, au niveau du pays, on sente qu'il y a un pas supplémentaire que nous faisons justement par rapport à cette ambition. Parce que, vous vous souvenez, à une époque, mon aîné ici savait que quand on disait Brazzaville la verte, c'est parce qu'il y avait des flamboyants partout. C'était une identité écologique, si j'ose dire, de la ville de Brazzaville. Pointe-Noire, des flamboyants partout. Donc, il faut trouver peut-être le moyen de relancer cela, avoir un aéroport vert, etc. Donc, en tout cas, on peut se féliciter de cela. Alors, conseiller, le président, parlant de la question climatique, appelle à la mise en œuvre de l'accord de Paris 2015-2025. Ça fait quand même 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit continuer à marteler sur la mise en œuvre, sur le respect des engagements pris par les grandes puissances, qui sont d'ailleurs les grands pollueurs? Le ministre Akwala vient d'évoquer encore le leadership diplomatique du président de la République qui, depuis 1984, avait lancé justement cette question. Et pourquoi est-ce qu'il revient sur l'accord de Paris, la COP 2021? C'est dû justement au fait que toutes les mesures et toutes les conclusions qui avaient été prises traînent le pas et le pied. Et mieux pour le Congo. Vous savez qu'on peut dire que c'est un internationaliste, c'est un engagé. Nous avons 60% de couverture forestière. On ne doit même pas se plaindre. On doit être là aussi à se lancer. Et pourquoi pas adhérer à l'appel de tous les pays développés en 72, qui estimait justement que, puisque pour se développer, on est obligé de couper les forêts pour se développer et avoir un peu de fumée. Et ici, de plus en plus le risque de contenir son pays sur la base des conclusions internationales. Vous voyez bien que les tourbières, tout le fleuve Congo, là, on avait un projet qui est en gestation,
qui a été menée par l'Afrique du Sud. Vous savez à quoi ça sert? Si on exploite les tourbières, tu sais ce qu'on doit faire. Vous savez ce qu'on doit faire? On fait le tour des McDo, là. On fait le charbon. Vous voyez qu'on coupe des bois partout. On peut se servir de cela pour faire. Mais nous ne le faisons pas. L'électricité. En France, il y avait 46 000 tonnes. Vous savez que l'électricité régionale de France, ça vient de tourbières. Donc ils ne respectent même pas les accords. Mais ils sont en train de couper. Nous, on est là, on se gêne. Puisqu'on veut respecter les accords internationaux. C'est pour ça qu'on rappelle, et l'aîné rappelle la civilisation de l'universel. On était à Paris chez vous. On a pris des engagements. L'Occident doit se mener. Et ensuite, revenez justement à la réduction des effets de serre. On était à 2,5. On doit aller au moins à 1,5. À 1,5, oui. Bon, mais non, s'il y a des gens qui gesticulent, lui rappelle. Ouais. C'est un rappeleur, s'il y avait un mot comme ça. Oui, justement, le président, sur la question climatique, est considéré à juste titre comme un précurseur parmi les tout premiers, en tout cas, qui ont alerté le monde sur les dangers que représentaient justement les changements climatiques. Mais il y a aussi une initiative qui a été prise, c'est maintenant dans l'évaluation de notre PIB, on ne prend pas en compte justement ce que représente cette réalité écologique dans, comment dirais-je, l'importance de nos économies. Et je crois qu'il y a une démarche dans ce sens-là au niveau des pays africains pour exiger que maintenant, lorsqu'on évalue, dans les items d'évaluation du PIB, il faut qu'on tienne compte de ça. Parce qu'effectivement, les pollueurs sont au nord et ceux qui doivent préserver les forêts sont au sud, notamment notre pays. Mais il y a aussi un fait, c'est que le système économique issu de la révolution industrielle, qui effectivement est à l'origine de toute cette pollution mondiale, ils ont du mal à se remettre en cause. Parce que vous voyez bien, au niveau de l'administration américaine, Joe Biden prend un certain nombre de mesures, il perd le pouvoir, le président Trump arrive, il dit you have to dig, il faut forer, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, en Europe, au Canada, vous avez du grès bitumineux qui permet... Donc, c'est un défi qui se pose justement aux nations développées. Mais nous avons également le droit de nous développer. Donc à ce moment-là, il y a un prix qu'ils doivent payer. Et nous attendons que ce prix soit payé. Et c'est normal que le président le rappelle. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, que l'adoption de la résolution sur le reboisement, le boisement, est un succès. C'est un succès diplomatique. Est-ce qu'on peut il faut saluer la ministre Arlette Nono, parce qu'elle s'est battue sur ce dossier. En premier lieu, le chef de l'État, qui est un écologiste avéré. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut entrevoir que les multiples appels que le président lance sur les tribunes des Nations Unies, sur les tribunes des COP, vont un jour aboutir? Parce qu'on a vu comment cette idée de la décennie mondiale de la forestation a été lancée. Oui. Et on a vu comment le président a mené un plaidoyer pour que les Nations Unies adoptent. Et finalement, on a adopté. Très peu de gens ne pensaient pas que cette résolution serait adoptée. Donc félicitations. Félicitations, mais vous savez, nous qui avons un peu le privilège de travailler à ses côtés, c'est un homme qui dit « je fais ce que je dois faire ». Point à la ligne. Le reste ne me regarde pas. Je fais ce que je dois faire. Donc c'est un homme qui est en train de tracer, de laisser ses traces dans l'histoire. Maintenant, c'est aux générations qui viennent. Prenez le relais un jour et continuez. Si vous ne le prenez pas, c'est un recul en arrière. C'est le bien fondé de l'implication de la jeunesse congolaise dans cette journée nationale de l'arbre sur le plan national. Chaque jour, chaque année, on prend des arbres. Mais petite information. Ah oui, le ministre... allez. La petite information, c'est que ce n'est pas encore entendu, mais les Occidentaux ont commencé à compenser. Ils ont versé un peu d'argent sur les fonds carbone au niveau de la banque qui est à côté de Radisson. Oui, je ne sais pas comment on appelle là-bas. Bien, bref. Il y a un peu d'argent là-bas, mais qui est affecté pour les projets, pour un certain nombre. Mais ce n'est pas assez, c'est comme dit le ministre. C'est un point de départ. Il faut aller au-delà de cela.
Alors, Donald Trump qui regarde d'un mauvais œil la question climatique, pensant que c'est une arnaque, est-ce que vous pensez que c'est, j'ai parlé tout à l'heure de la diplomatie de la force, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il s'est dit, je suis les États-Unis, je ne m'aligne pas sur cette question qui est considérée par toutes les grandes nations, par les autres pays? Mais vous avez vu que le droit de la force, non, c'est-à-dire que le droit réglemente, le droit range, le droit ordonne. Et si tu te mets à l'encontre du droit, tu es sanctionné. Et si Donald Trump, monsieur le président des États-Unis, estime justement qu'il n'a pas respecté, il se met un peu en désaccord avec les engagements internationaux auxquels son pays est amplement impliqué. Est-ce qu'il le dit pour de vrai? Est-ce qu'il ne va pas demain se rejoindre justement à s'aligner? L'histoire va nous montrer réellement. Sinon, ce n'est pas une bonne attitude. Comme on dit chez lui, wait and see. D'accord, wait and see. Alors nous allons poursuivre avec le discours du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a dénoncé en tout cas la question de l'armement par les grandes puissances, pendant que des millions de personnes à travers le monde croupissent dans la misère, alors qu'on aurait pu injecter cet argent dans le développement des États, par exemple, les plus faibles. On va donc écouter le président sur cette interpellation. Au moment où les nations du monde sont confrontées à de graves défis, certains de ces défis ayant clairement un retentissement existentiel, voilà que s'enclenche une nouvelle et inquiétante course aux armements. Les dépenses militaires mondiales atteignent aujourd'hui des niveaux records, alors même que des millions d'êtres humains vivent dans l'extrême pauvreté, avec un accès réduit à l'eau potable, à une éducation de qualité et aux soins de santé primaire. Des traités sur le désarmement sont remis en cause, tandis que la prolifération des armes de destruction massive, notamment nucléaires, revient au cœur des préoccupations. Cette dérive est dangereuse à tous égards. Elle ne rend pas notre monde plus sûr, bien au contraire. Elle l'expose aux périls les plus graves, dont le risque d'une conflagration généralisée qui échapperait à tout contrôle. Fidèle à son engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationale, la République du Congo réitère son appel en faveur d'un désarmement mondial. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans ce monde instable, beaucoup doutent aujourd'hui. Beaucoup s'interrogent. Les Nations unies sont-elles encore utiles? Servent-elles encore à quelque chose? À cela, je voudrais, du haut de cette tribune, répondre clairement oui. Oui, les Nations unies sont même indispensables, mais à une condition, à savoir qu'elles sachent évoluer, qu'elles sachent se réformer, se rapprocher des peuples et répondre concrètement aux défis innombrables des temps présents.
Alors, monsieur le ministre, monsieur le conseiller, la course aux armements expose la planète à un conflit généralisé. Et le président dit un conflit qui peut être incontrôlable. Est-ce que le président fait allusion à une éventuelle troisième guerre mondiale? Parce qu'entre-temps, vu le conflit russo-ukrainien, on a pensé que la planète pouvait basculer dans une troisième guerre mondiale. Je pense que le monde vit actuellement une troisième guerre mondiale hybride, et même asymétrique. Et il y a plusieurs poches qui pourraient déclencher une déflagration internationale. Ce n'est pas l'assassinat, je ne sais quel comte à Sarajevo, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Mais vous voyez ce qui se passe. Venezuela, les menaces au niveau du Venezuela, positionnement de la Chine. Vous voyez l'Ukraine, l'Europe, avec des avions, des drones qui survolent les pays, des drones non identifiés. Vous avez Israël, Liban, Syrie, Iran. Mais on est au bord du précipice. Et cet état de choses crée une forme de psychose mondiale. Il y a une espèce de société internationale de la peur qui se met en place et chacun veut avoir l'arme la plus sophistiquée pour pouvoir se défendre. D'où on relance cette course à l'armement. Alors que les arsenaux qui existent actuellement sont 1 milliard de fois plus puissants que les bombes atomiques qui ont été larguées sur Nagasaki et Hiroshima. Donc c'est une espèce de, j'allais dire, pardonnez-moi, de folie qui gagne le monde. Et là, ce sont les paroles, les propos d'un homme qui essaie de ramener à la raison. Si j'ose dire. Monsieur le conseiller, une réaction par rapport à la course aux armements à laquelle se livrent les grandes puissances et exposant la planète à un conflit. Naturellement, on ne peut pas vouloir d'une chose. Ils sont contre la sécurité collective et l'option qui a été choisie par l'Organisation des Nations Unies, à laquelle tout le monde a adhéré. À ce moment, les replis identitaires qui amènent les égaux à chercher à faire des démonstrations individuelles de force, et ça va droit au mur, ça c'est sûr. Et il y a une chose qui est importante aussi, lorsque il y a cette espèce d'interrogation sur le monde qui doute par rapport à l'utilité de l'ONU. Il a raison de réaffirmer la nécessité de l'existence de l'ONU. Parce que, vous savez, il y a le G8, le G7, le G20, etc. Mais la seule, disons, institution internationale qui a une structuration scientifique telle que l'ONU n'existe pas. C'est le Parlement du monde, c'est vrai, il est imparfait, mais il faut le réformer, notamment à travers le Conseil de sécurité. La SDN a duré 26 ans et l'ONU a 80 ans. 80 ans. Comparez vous-même, ça va peut aller encore plus. Voilà, ça veut dire que l'ONU, à qui on a donné une seconde chance pour refaire ses organes et continuer ses missions de préserver la planète d'une troisième guerre mondiale. Parce que l'objectif, c'est de ne pas revoir le monde basculer dans un conflit généralisé qui sera justement incontrôlable. Alors, nous avons suivi, en tout cas de bout en bout, le discours du président de la République, très rapidement, en quelques secondes, un regard général sur tous les aspects évoqués par le président de la République. Non, je pense que le regard général, nous l'avons parcouru. Et comme on dit, moi je suis très fier de voir le président de mon pays prononcer une telle allocution, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, qui était de très belle facture. Et logiquement, les dirigeants qui, certes, sont à la tête des pays puissants, peuvent quand même essayer de consulter ce discours. Il y a quand même quelque part une substantifique moelle qu'ils pourraient en tirer. Conseiller ? C'est une leçon de civilisation universelle que le président de la République a livrée. Et je crois que, je le disais, dans le cadre de son leadership diplomatique, qu'il a mené aujourd'hui, grâce à cette espérance, à être seul, mais regardant, à s'engager partout, à être présent partout, à participer aux réunions internationales, à cotiser et à amener le Congo à rentrer dans la scène internationale comme un acteur, comme un sujet
le droit international. Et ça, c'est bon. Et on conclut avec le doyen Ganao que le Congo est petit de l'intérieur, mais grand de l'extérieur. Il faut aller à l'extérieur pour vivre comment est-ce qu'on nous traite. On le sent. En tout cas, merci, Monsieur le ministre. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. J'aimerais ici rendre hommage à l'ambassadeur Serge Mombouli, qui nous a quittés. Je voudrais ici témoigner toute ma reconnaissance au travail qu'il a fait pour notre pays, notamment lorsque j'ai dirigé une délégation pour aller préparer la rencontre du président Denis Sassou Nguesso, président de l'Union africaine à l'époque, avec le président Bush. Dans la délégation, il y avait de mémoire Mme Lebumba, il y avait Serge Ndeko, il y avait M. Mamina. Je dois vous dire que j'ai découvert ce garçon qui est certes un frère que je connais depuis l'âge de 6 ans. J'ai découvert sa dextérité diplomatique et je pense qu'il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de notre diplomatie aux États-Unis. Paix à son âme. Merci, Monsieur le ministre. Alors, en tout cas, merci également à Monsieur le ministre Akwala, au conseiller Kamba. Merci d'avoir répondu promptement à notre invitation et surtout d'avoir apporté votre expertise sur ce plateau pour éclairer la lanterne des Congolais de la communauté internationale sur les grandes questions évoquées par le président Denis Sassou Nguesso à la tribune des Nations Unies à l'occasion justement de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de l'heure de vérité. Merci à vous d'avoir été sur Télé Congo.